Nous sommes à Paris, devant la Statue de la Liberté, sculptée au XIXe siècle et modèle de la Statue de la Liberté aux États-Unis, en 4 fois plus grand. Pourquoi? Parce que je vous propose une rencontre avec Laurent Bouvet, qui a consacré nombre de ses travaux aux 3 grandes valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Laurent Bouvet est également professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et l'auteur de nombreux travaux sur le sens du peuple et l'insécurité culturelle. Son dernier livre, La nouvelle question laïque, interroge les fondements de la laïcité face à l'individualisme et face au communautarisme. Je vous propose de m'accompagner à la rencontre de Laurent Bouvet. Laurent Bouvet, vous avez écrit un livre que j'ai trouvé tout à fait interpellant et passionnant qui s'appelle La nouvelle question laïque. Alors je vais vous poser la question très simplement. La laïcité, c'est une question, et pourquoi est-ce que c'est une nouvelle question ? Alors la laïcité reste une question posée en France et ailleurs, mais en France en particulier. Pour la France, la laïcité est un élément fondamental, un des piliers de la construction de la France moderne et de la France républicaine en particulier. Ça reste une question pour une raison simple, c'est qu'on n'a jamais fini de travailler dans le commun français, dans ce qui nous rassemble, ce qui nous unit comme Français, ce qui fait qu'on est des Français. On n'a jamais fini de travailler cette question de notre lien à la fois à la liberté de conscience, à la liberté, comme on dit, de croire ou de ne pas croire, mais qui va bien au-delà, qui est notre rapport aux religieux, dirait-on de manière générale, et à l'ensemble des croyances et à leurs effets dans la société. On n'a jamais fini de le travailler parce que ça fait partie justement de la manière dont on est français dans la modernité. Et on a à la fois une proximité du fait de la longue histoire catholique notamment, et en particulier avec des heurts assez violents. On peut penser aux guerres de religion par exemple au XVIe siècle en France, mais la longue tradition, la longue histoire de ce pays catholique, de ce pays très chrétien, etc., la fille aînée de l'Église, absolument, avait-on coutume de dire. On n'a jamais fini de travailler ça parce qu'il y a eu une rupture. La Révolution française a été une grande rupture, mais la question religieuse n'a pas disparu du jour au lendemain. Et donc on l'a traité, on est d'un pays qui était un pays très chrétien, un pays de christianisme, de terre chrétienne. On a fait une terre où les hommes étaient capables de s'émanciper, soit en restant chrétiens, soit en refusant de continuer de l'être, ou en étant religieux, de croire et en refusant de continuer de croire, de rester ensemble et de construire ensemble une nation nouvelle. Voilà. Donc, et la République, c'est la laïcité, notamment cette fameuse loi de 1905 qui reprend les principes, même si le mot laïcité ne figure pas dans la loi. Que c'est vous un paradoxe. reprenez dans votre livre d'ailleurs. Mais cette grande loi a permis ce qu'on a appelé la réunification des deux France, celle qui croit, celle qui ne croit pas, celle de la rose et du réséda du fameux poème. Donc on a permis cette... Voilà, de faire une France moderne à partir véritablement du début du XXe siècle sur cette question. Donc la laïcité est très importante de ce point de vue et on continue de la travailler. Est-ce qu'elle a une vocation universelle ? Dans la perspective, cette laïcité à la française? Alors, la laïcité a bien sûr une vocation universelle. Ce n'est pas, d'abord, ce n'est pas simplement, la laïcité n'est pas purement française. Il y a une manière spécifique d'être laïque en France, et la laïcité a cette importance que je soulignais. Mais elle a une vocation universelle, pas parce que la France serait le phare qui éclaire le monde. C'est pas pour ça. On se méprend souvent
sur l'universalisme français. Je crois qu'il y a une blague en Belgique qui dit que quand il y a de l'orage et des éclairs, pourquoi est-ce que les Français se mettent à la fenêtre? Parce qu'ils pensent que Dieu les photographie. J'avais entendu cette blague gentille des Belges sur notre compte. Bon, l'arrogance française, etc. Très bien, mais c'est pas ça l'universalisme. L'universalisme, c'est ce qu'on pourrait appeler un universalisme de réitération, réitératif. C'est-à-dire qu'on trouve en fait dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, les mêmes aspirations. C'est-à-dire que vous avez, si l'on prend, et c'est là on va vers la nouvelle question laïque qui se pose à la France, je vais y venir évidemment pour répondre à votre question, mais on trouve aujourd'hui dans les pays, par exemple dans le monde musulman, arabo-musulman, des aspirations très fortes et on le voit en particulier chez les femmes, qui sont les premières à subir évidemment l'oppression, lorsqu'il y a une oppression au nom de la loi de Dieu, et ce sont les femmes le plus souvent qui sont en première ligne et qui subissent cette oppression, cette soumission. On le voit évidemment aujourd'hui de manière très importante partout dans le monde, en particulier dans le monde arabo-musulman. Eh bien, il y a cette aspiration, notamment de ces femmes, à se libérer au nom précisément de la liberté, pas de ne plus être musulmane en l'espèce, mais de croire et de vivre leur foi comme elles l'entendent, d'une manière qui n'est pas soumise à la volonté et à la pression, voire à l'oppression de leur milieu, de leur famille, de leur mari, que sais-je. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est ça la laïcité. C'est cette liberté fondamentale pour chacun de pouvoir croire ou ne pas croire comme il l'entend, sans que les autres aient quoi que ce soit leur dire. Que ce soit l'État, la puissance publique, ou que ce soit ses co-religionnaires. Vous voyez, donc ça, c'est très important. Et alors, nouvelle question laïque. Pourquoi nouvelle? Absolument. Pourquoi? Je parlais de la loi de 1905, je parlais de l'Église catholique. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus la question principale et ce n'est plus la manière principale dont elle se pose. Il y a bien encore des débats sur est-ce qu'il faut financer sur fonds publics. Alors ça va paraître évidemment à nos auditeurs belges, mais est-ce qu'il faut financer sur fonds publics l'école privée, essentiellement les écoles catholiques en France? Il y a une forme de financement public des écoles confessionnelle qui existe depuis la fin des années 50 en France pour assurer un service public de l'éducation au-delà de ce qui est assuré par l'État directement. Bon, donc il y a des débats encore, ce qu'on appelle la guerre scolaire, qui a été le lieu où s'est prolongée la question de la laïcité tout au long du XXe siècle en France. Il y a encore des questions qui se posent. On pourrait parler de l'outre-mer française où la laïcité ne s'applique pas dans la plupart des départements d'outre-mer. La Réunion, la non, vous avez des situations extrêmement différentes, mais qui sont hors du droit commun de la laïcité. En Martinique, en Guadeloupe, oui, mais dans les autres, c'est la Guyane, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, vous avez des choses tout à fait différentes. D'accord. Bref, tout ça, ce sont des questions. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que depuis 30 ans en France, il y a une religion qui s'est installée, qui est devenue la deuxième religion française, qui est l'islam, qui n'existait pas, sauf dans les colonies, mais pas en métropole, en 1905, et qui n'a pas existé de manière importante et visible dans sa visibilité publique avant l'immigration des années 60-70 et de ses conséquences ensuite d'installation avec les familles, etc. à partir des années 80 et l'installation véritablement de toute une population dont la religion et la culture est d'origine musulmane. Donc là, on a eu la montée de nouvelles préoccupations. La préoccupation de visibilité, construire des édifices. En 30 ans, se sont construites 2500 mosquées en France. Il y en avait combien il y a 30 ans? Mais il y en Très avait peu. Pratiquement pas. Il y avait la Grande Mosquée de Paris qui a été construite dans les années 20 sur fonds publics parce que c'était pour remercier les combattants musulmans de l'Empire colonial français dans la Première Guerre mondiale. C'était très spécifique, donc il y avait une loi spécifique pour pouvoir financer publiquement, parce que c'est interdit évidemment par la loi de 1905, cet édifice, mais c'était à peu près tout. Il y avait donc rien. Et en 30 ans, s'est construite une présence de l'islam en France, pour ne pas dire de l'islam de France, qui serait spécifique, mais donc c'est une situation nouvelle. Or, dans cette période, ces 30 dernières années, pour aller vite, ou 40 dernières années, si on prend aussi la révolution iranienne, nous sommes l'année de la révolution iranienne, eh bien, dans le monde, l'islam a aussi changé considérablement.
il y a eu ce qu'on appelle, ce que des chercheurs, je pense notamment à Mohamed Cherkaoui, un sociologue qui a travaillé sur ce sujet, appelle l'islamisation de l'islam, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une réappropriation identitaire dans toute une partie de l'islam, des islams, devrait-on dire, partout dans le monde, sous des formes très différentes. La révolution iranienne, les chiites, le salafisme et le wahhabisme, et le salafisme qui en est extrait dans la péninsule arabe, des formes nouvelles qu'on peut regarder dans d'autres pays également. Donc il y a eu cette transformation qui a eu un effet sur les populations qui avaient émigré, évidemment, en Europe et en particulier en France, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Turcs, des Africains d'Afrique subsaharienne, et qui ont vécu aussi cette islamisation alors qu'eux étaient installés dans des pays européens, au moment aussi où il y avait la crise économique. Donc tous ces phénomènes conjoints, l'extension, la visibilisation, le fait de réappropriation identitaire au moment même où il n'y a plus les moyens de l'intégration, comme il y a eu pour d'autres générations de l'immigration en France depuis des décennies, les Polonais, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, toutes les immigrations successives qui, malgré les difficultés, ont été finalement intégrées. Il y avait quand même des facilités économiques, notamment pendant la période de croissance, évidemment, après 1945. Donc là, ça n'a pas été le cas. Donc si vous additionnez tous ces facteurs, et également des facteurs politiques, les années 80, il y a une trentaine d'années, c'est la victoire de la gauche en France, dans 81, Mitterrand. 81 avec Mitterrand, donc grande victoire historique dans la Ve République de la gauche, avec une idée, la gauche s'est reconstituée en France avec la guerre d'Algérie. Donc ça a eu aussi une importance, puisque c'est la gauche qui a été la gauche de la lutte contre l'Algérie française, etc. Donc toute cette gauche qui a gagné intellectuellement avec cette idée qu'on avait, avec le devoir de mémoire, on avait aussi une culpabilité coloniale qu'il fallait aujourd'hui assumer. Et donc, vis-à-vis de populations qui venaient s'installer avec l'immigration, notamment issues de l'ancien empire colonial et bien sûr au premier chef des Algériens, il fallait, surtout qu'ils étaient maltraités économiquement à cause de la crise, ils étaient relégués dans des banlieues, comme on dit en France, etc. Donc il fallait exercer une forme de bienveillance, notamment pour leurs aspirations culturelles, si vous voulez. Eh bien, l'islam et cette réappropriation identitaire au sein des musulmans, d'une partie des musulmans, autour de certaines mosquées, etc., de manière parfois très radicale, de manière parfois très radicalisée. On l'a vu évidemment jusqu'à aujourd'hui avec les attentats, les départs en Syrie, en Irak pendant Bruxelles a connu le même phénomène. Bruxelles, évidemment, bien vous connaissez parfaitement la situation de Molenbeek. En Belgique, on voit bien les liens qu'il y a eu aussi entre les deux pays. Donc tout cela, on le voit, ça a créé une situation nouvelle. Et la nouvelle question laïque, c'est est-ce que, il y a deux questions en une, est-ce que la laïcité à la française, celle de 1905, celle des principes laïques au-delà de la loi de 1905, peut faire face à ce nouveau défi posé par l'émergence d'une religion qui n'était pas présente, et si oui, comment ? Et en prenant en compte aussi la spécificité de cette religion qui n'est pas transposable ou qui n'est pas réductible aux autres religions qui étaient déjà présentes. Certainement pas au catholicisme, mais pas non plus au protestantisme ou au judaïsme. Et donc, comment on fait ? Est-ce que c'est possible et comment on fait ? Quelle est votre réponse ? Printemps républicain, c'est une réponse, le mouvement que vous avez inspiré? Oui, le Printemps républicain est une association de citoyens qui essaie de promouvoir justement dans l'espace public ce que moi je dis par ailleurs dans ce livre et dans le débat, bien sûr, c'est que oui, la laïcité est une réponse et peut-être même, et je ne devrais même pas dire peut-être, sûrement, la seule réponse possible aux défis identitaires, en particulier de l'islam, mais pas seulement, de défis identitaires bien plus général, contemporains. Pourquoi est-ce que c'est la seule réponse ? D'abord, en France, parce que
c'est conforme à une évolution historique et à notre manière de faire et notre manière de voir et de prendre en compte le fait religieux, les questions d'identité collective, ça a eu lieu aussi avec les régionalismes, etc. C'est une manière particulière de le faire et il n'y a aucune raison pour se dire qu'on devrait abandonner la manière française de le faire pour adopter la manière américaine, canadienne ou anglaise, anglo-saxonne, libérale, de simple tolérance, etc., multiculturaliste. Ce n'est pas notre manière, ce n'est pas la manière belge non plus, si on prend un autre exemple. C'est une manière particulière. Il n'y a aucune raison qu'on l'abandonne, c'est la nôtre. C'est ainsi qu'on a évolué historiquement avec tous les effets qu'on connaît. Donc, il y a cette idée d'une... on ne peut pas aller contre une forme, si vous voulez, nationale de comprendre la manière dont se constitue le commun. Et puis, deuxième réponse, deuxième idée encore plus importante, en rapport avec l'universalisme dont on parlait plus haut, la manière française de voir la laïcité, ça peut être aussi une bonne manière, au-delà de la France, de proposer peut-être à d'autres, et quand on discute, ça m'est arrivé encore récemment avec des musulmans d'origine turque en Allemagne, qui m'ont dit « mais votre modèle, c'est celui-là qu'il nous faudrait », c'est-à-dire un modèle qui met à distance l'ensemble des cultes, qui sépare complètement l'État et les cultes, qui met à distance les cultes, mais qui protège aussi le citoyen à l'intérieur de sa communauté, entre guillemets, religieuse, et qui lui permet d'exercer pleinement sa liberté, y compris sa liberté de culte, sa liberté de religieuse. Et donc ça veut dire que la laïcité à la française, ce n'est pas seulement parce que c'est comme ça en France et donc on va continuer, c'est aussi parce que par rapport aux défis du monde contemporain, de ce que j'appelle l'entrée dans l'âge identitaire du monde depuis maintenant 30-40 ans, la laïcité, la manière de mettre à distance les identités différentes pour constituer du commun, c'est, tel qu'on l'a fait en France, ça peut être un modèle, non pas réplicable simplement à l'identique, mais dont on peut s'inspirer bien au-delà de la situation française. Monsieur Bouvet, vous avez écrit il y a quelques années un livre que j'ai trouvé tout à fait intéressant, que vous avez intitulé « L'insécurité culturelle ». Et je me permets de vous lire un tout petit extrait que je trouve emblématique. Vous écrivez, page 53, « Les sociétés occidentales sont passées dans ces années-là, il y a quelques années, d'une économie de la distribution à une grammaire des formes de vie, selon l'expression très suggestive du philosophe allemand Jürgen Habermas. » J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Comment est-ce que vous traduiriez en quelques mots, dans un entretien télévisé, cette évolution de l'identité, de la position de l'État, etc. Alors, c'est cette phrase de Habermas que je trouve effectivement qui résume bien cette situation. Habermas l'écrit au début des années 1980. C'est ce que moi j'appelle le tournant identitaire, c'est-à-dire ce qui a eu lieu dans la plupart des sociétés occidentales entre la fin des années 60, si on commence par les États-Unis, jusqu'en France dans les années 80, et on peut la voir à l'œuvre de manière assez différente dans tout un ensemble de sociétés. Pour simplifier, on est passé d'une préoccupation qui était la préoccupation, quand je dis préoccupation, c'est une préoccupation majeure chez les individus, chez les citoyens. Ce n'est pas simplement des élites ou des chercheurs, etc., ou des politiques qui sont restés plutôt sur un modèle parfois précisément de la période d'avant. Il y a une préoccupation générale qui monte en puissance dans ces années-là pour les questions d'identité individuelle et collective. C'est-à-dire, plutôt que qu'est-ce que je peux faire, à quoi je peux contribuer, comment ma vie, si vous voulez, matérielle, économique peut se développer pour mes enfants, etc., qui restent des préoccupations majeures, surtout à l'époque du chômage, à l'époque de la question du pouvoir d'achat, bien sûr. Mais à monter en puissance et de manière extrêmement forte, et notamment
dans certains secteurs de la population, dans ce qu'on appelle les minorités, qui pouvaient être discriminées dans le droit, qui pouvaient être défavorisées dans l'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation, etc., notamment les populations d'immigration récente, en partie les femmes, les homosexuels, des minorités régionales. On le voit par exemple avec la Révolution tranquille au Québec dans les années 60, si on prend un autre exemple. Bon. Des aspirations identitaires, avoir reconnu non pas simplement une égalité de droits, comme dans le mouvement des droits civiques de Martin Luther King, la demande d'une égalité des droits face à la ségrégation, mais à partir du moment où cette égalité de droits est plus ou moins acquise, ce qui arrive à partir des années 70-80 dans la plupart des grandes démocraties occidentales, là de demander pas seulement l'égalité de droits, mais la reconnaissance d'une identité particulière à raison d'un critère spécifique que l'individu va choisir de mettre en avant dans les situations sociales, etc. Et c'est ce qui va donner, par exemple, le nouveau féminisme autour de la question du genre. C'est ce qui va donner la revendication, par exemple, dans la lutte des droits pour les homosexuels, qui va devenir la revendication de ce qu'on appelle LGBT. La revendication d'une identité propre au nom de laquelle on veut que les autres nous voient et nous reconnaissent une existence sociale, sinon presque des droits spécifiques liés à cette identité. Ça peut être une identité, excusez-moi, je vous interromps, locale, régionale, bien sûr, ça peut religieuse, être locale, régionale, religieuse, ça peut être de genre, d'orientation sexuelle, ça peut être une identité qui vient d'une forme aussi d'une perception d'une discrimination. On peut le voir aussi par exemple avec des revendications de mouvements, par exemple de personnes handicapées qui veulent se voir reconnues dans l'espace public, non seulement des moyens d'accès à l'espace public, ce qui est une revendication légitime, mais aussi qu'on reconnaisse, qu'on visibilise, qu'on rende visible cette identité particulière. Donc on a une transformation dans les grandes sociétés ouvertes, multiculturelles, démocratiques, occidentales en particulier, même si ça touche aussi d'autres sociétés dans le monde aujourd'hui, mais particulièrement dans celle-ci, on a eu ce mouvement depuis une trentaine d'années. Et la question religieuse dont on parlait s'inscrit dans cet ensemble. C'est-à-dire, et c'est pour moi, c'est ça le socle de mon travail, c'est la compréhension de ce nouvel âge identitaire, de cet âge identitaire, c'est un âge, on a eu plus dans le passé, mais peu importe, et de la manière dont ça transforme nos comportements politiques, dont ça transforme nos choix collectifs. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'épuisement alors de la question sociale, de l'appartenance, de la catégorisation socio-économique? Est-ce que, c'est au politologue bien sûr que je pose la question, est-ce qu'on peut dire, comme disent certains, il y a un ancien monde qui s'en va, il y a un nouveau monde qui apparaît, dont votre président de la République pourrait être un exemple aujourd'hui? Il y a beaucoup cette... est-ce qu'on est dans un basculement du monde aujourd'hui? L'ancien monde, nouveau monde, moi je n'emploie pas ces vocabulaire-là, évidemment, parce que bien évidemment les phénomènes sont des phénomènes extrêmement de très long terme et qui s'entremêlent. Et par exemple, quand j'ai parlé d'insécurité culturelle, on m'a reproché de ne pas parler d'insécurité économique et sociale. Ça veut dire d'abord que les gens qui m'ont dit ça, m'ont fait ce reproche, n'ont pas lu le livre. Ça, c'est une évidence. Mais surtout, l'insécurité culturelle, le fait de se sentir en difficulté par rapport à sa propre identité au sens culturel, donc on venait de définir très largement, n'est pas du tout incompatible et surtout est le plus souvent lié à des formes d'insécurité économique et sociale. C'est-à-dire qu'en fait, les différents niveaux d'analyse, les différents aspects se mêlent et se croisent. Et il y a bien évidemment davantage de risques de vivre une insécurité culturelle, de voir son mode de vie, ses références menacées par la mondialisation, menacée par l'installation de populations étrangères nouvelles, avec la crise des migrants en Europe qu'on a connue ces dernières années, etc. On le voit bien dans le vote populiste. C'est ça qui est un des moteurs essentiels. C'est beaucoup plus
facile de vivre cette insécurité, ça aura beaucoup plus d'effet si vous êtes déjà dans une situation de précarité sociale et économique. Donc évidemment que les deux sont liés, évidemment qu'il y a un lien très fort, mais l'âge identitaire, c'est la mise en avant et de plus en plus la surdétermination par des questions d'identité commune, d'identité culturelle, de repères culturels et identitaires dans l'espace général des sociétés, de la part des individus et des groupes, qui devient de plus en plus, qui devient de plus en plus prégnant, et notamment dans le comportement politique. Et ça explique une grande partie de l'évolution populiste aujourd'hui, qui n'est pas réductible. On ne peut pas aujourd'hui continuer à faire une analyse politique qui serait basée sur des critères socio-économiques, sur une analyse de classe. Ça a encore une pertinence, on peut encore estimer effectivement qu'il y a des formes de domination, d'aliénation au sens marxiste dans le processus de production, de répartition de la plus-value entre le travail et le capital. On peut faire cette démonstration, c'est assez évident, mais ça n'épuise pas aujourd'hui l'analyse des sociétés, notamment l'analyse des comportements politiques, de l'évolution des systèmes politiques, de l'évolution de la pensée, des idées politiques, de la manière dont ça se met en place. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il est très très difficile de revenir, mais on voit que ce que j'ai appelé, notamment dans ce livre, après bien d'autres, notamment après Gramsci, après Karl Polanyi et bien d'autres, l'économicisme ou l'économicisme, c'est-à-dire l'idée qu'on voit tout d'abord à travers l'économisme. L'infrastructure de Marx qui déterminait la superstructure, chez les libéraux aussi. Et si le nouveau monde, c'est un nouveau monde économiciste par rapport à un ancien monde économiciste, l'ancien monde, ça aurait été un monde plutôt marqué par la redistribution sociale, l'égalité, la prise en compte de la lutte des classes, la question sociale. Et puis le nouveau monde, c'est la start-up, la mondialisation, l'ouverture des frontières, le libre marché. On reste dans une compréhension purement économiciste du monde. Je comprends bien ce que vous dites. Oui, Or, aujourd'hui, on ne peut plus en rester là, parce que si on en reste là, l'analyse politique qu'on fait de ce monde est incomplète. C'est pas qu'elle est complètement fausse, c'est qu'elle est incomplète. Et on le voit aujourd'hui avec un Emmanuel Macron qui n'a peut-être pas fait l'analyse complète en allant jusqu'aux enjeux identitaires et culturels, par rapport à ce qu'il envisageait comme étant un nouveau monde, de nouvelles pratiques, etc. Son économicisme est peut-être une des causes aujourd'hui de son problème politique, notamment avec les Gilets jaunes. Laurent Bouvet, un tout grand merci pour cette rencontre. Grand merci, à vous.